on a un extrait d'une pièce qui remonte à 81. Que s'est-il passé depuis 81 du côté délinquance, criminalité et du côté traitement de la justice? Il me semble qu'il y a deux points essentiels qu'il faut signaler au départ. C'est le durcissement de la politique pénale, en particulier au cours des 15 dernières années. Et ce durcissement de la politique pénale, il faut le mettre en rapport avec l'évolution, notamment de la criminalité la plus sérieuse, à savoir les meurtres. Quand on regarde la courbe des meurtres en France, par exemple, ces 20 dernières années, qu'est-ce qu'on constate? On est passé d'un peu plus de 1500 par an en 1995 à un peu moins de 750 l'année dernière. C'est-à-dire que nous sommes dans une société de plus en plus pacifiée. Si on compare par rapport au siècle dernier, l'évolution est encore beaucoup plus importante. Et pourtant, à entendre les médias, on dirait qu'on vit dans une société de plus en plus dure, de plus en plus dangereuse. Ça, c'est le premier point que j'aimerais souligner quand même, avant même que le débat démarre. Et je donnerai la parole en premier lieu à mon voisin de gauche, Maître Mignard, qui a été directement concerné par ce qui s'est passé en 1995, en 2005, quand ces deux jeunes sont morts dans des circonstances tragiques. Oui, bonjour, bonsoir, on ne sait jamais d'ailleurs, ces salles qui sont éclairées à quel moment du jour de l'Alliance. Voilà, écoutez, je dirais peut-être en quelques mots ce que je peux retenir. Cette affaire, je ne vais évidemment pas la plaider, c'est pas le sens, elle sera replaidée en mai devant la Chambre civile de la Cour de Rennes. Mais simplement pour peut-être indiquer, puisque vous évoquez le mot banlieue, indiquer comment un certain nombre des affaires peuvent être prises non plus tant à raison des faits eux-mêmes que des lieux où elles se déroulent et des protagonistes de l'affaire. Cette affaire est née d'un jeu de football, une partie de football qui se termine un soir de Ramadan avec des gamins qui ont entre 13 et 16 ans et qui rentrent chez eux dans cette banlieue, c'était pas entre Vigargan et Clichy-sous-Bois, très loin, dans l'est, nord-est de Paris. Deux ou trois vont rentrer sur un chantier, un énorme chantier d'ailleurs, d'énormes grues, des excavations. Personne qui doit être un gardien portugais voit et appelle la police parce qu'il pense que des infractions pourraient être commises. Est-ce que parce qu'il a peur? Parce qu'il va pouvoir arriver, parce qu'il y a d'énormes trous, il y a des grues, il tiendra d'ailleurs les deux versions. Et à ce moment-là, il y a un processus de poursuite qui se met en place et qui se terminera tragiquement par la mort de deux d'entre eux sur un site électrique d'EDF et puis des graves blessures par brûlure d'un troisième. Et ce qui est intéressant, au-delà du tragique, c'est la manière dont l'affaire va être traitée. Parce que, bon, des enfants, puisque les policiers les appellent des enfants. Donc, les policiers savent que ce sont des enfants. Le trafic radio est des enfants. Courent après les enfants, sans que d'ailleurs on n'ait jamais rien eu à leur reprocher, puisqu'il n'y a jamais eu d'infraction constatée. Et puis les enfants courent devant les policiers, sans savoir d'ailleurs pourquoi ils courent devant les policiers. Je crois que là on a une affaire très significative des rapports entre la police et les jeunes de banlieue, les uns et les autres pris au piège de la banlieue. Et donc, ça se termine de la manière dont ça se termine. Ça aurait pu d'ailleurs se conclure par une investigation normale, pour connaître exactement le déroulement de l'affaire. Évidemment, c'est totalement anormal parce que c'est précisément la banlieue. Et c'est intéressant ce que vous disiez sur la pacification de la société, alors qu'il existe des lieux qui sont constamment démontrés comme insécures et anxiogènes. Et insécures, ils peuvent quelquefois l'être. C'est indéniable. Pour autant, cette scénographie est capturée par le discours politique. Le ministre de l'Intérieur a quelques jours auparavant indiqué qu'il allait rétablir l'ordre dans les banlieues. C'est la fameuse phrase sur la dame d'Argenteuil, il allait nettoyer les banlieues au Karcher. Ce message
sans doute est entendu par les fonctionnaires de police, qui vont redoubler d'activité ou d'efforts qui sont peut-être à leur corps défendant précipités dans cet affrontement, dans cette hostilité. Les banlieues, il faut les déployer au Karcher. Et là, on a une course étrange entre les fonctionnaires de police et les gamins. Il y aura 2 morts, et le problème va survenir du fait que ce sera né, c'est-à-dire que la course-poursuite sera née. Je pense que la révolte des banlieues, les émeutes, qui ont été graves, quand même, le nombre de voitures incendiées, il y a eu quand même beaucoup de blessés, le nombre de personnes qui ont été déférées devant la juridiction et condamnées a été très nombreux. L'état d'urgence a été proclamé, je crois que depuis en Algérie, on n'avait jamais effectivement connu ça, et directement lié à cette capture d'un événement pénal, classique, et qui est capturé véritablement par des enjeux qui dépassent l'événement, qui est lui-même déjà grave, puisque 2 enfants morts et un 3e blessé. Et donc, la course-poursuite va être liée. Je pense que c'est la mort, bien sûr, qui est la cause de la colère qui va monter dans le quartier, mais c'est le fait qu'elle soit liée. Et en effet, il y a un rapport, je n'ai pas réussi à obtenir, comme je l'ai demandé à l'époque, une commission d'enquête parlementaire, je ne sais pas comment un rapport qui est manifestement venu du commissariat de Murigargan indiquait qu'il n'y avait pas eu de construction. Et bien sûr, les médias présents relaient cette position officielle des services de police, qui tiendra 3 jours, mais sur 3 jours décisifs, pendant lesquels on affirmera, on assénera qu'il n'y a pas de course-poursuite, alors que, bien évidemment, les jeunes des quartiers ont vu le déploiement de policiers, que cette course-poursuite a concerné directement et indirectement tous ceux qui poursuivaient, devant, derrière, et puis ces policiers qui étaient informés dans leur état-major civil, 18 policiers. Et en même temps, on dit qu'il n'y a pas de course-poursuite. Évidemment, c'est évidemment totalement insupportable, et la colère a redoublé, et je pense toujours que d'ailleurs, dans l'alchimie étrange entre la mort des enfants et le mensonge public a joué un rôle. J'ai toujours été convaincu d'ailleurs sur ce point qu'on avait menti aux autorités politiques. Je n'ai jamais pensé que, même si ceux qui connaissent un petit peu, je ne suis pas exactement dans la même tranchée que l'ancien président de la République, j'ai toujours pensé qu'il n'avait jamais tenu ses propos volontairement. Je pense qu'il a été trompé. Comme je pense que le procureur de la République de Bobigny a été trompé. Je connais bien M. Molins, on a été dans ce dossier pendant tellement d'années. Je ne dirais pas l'un contre eux, j'ai beaucoup de respect pour c'est un grand magistrat. Et évidemment, il y a eu une tromperie publique qui a été organisée, et où d'ailleurs les magistrats, les ministres de l'Intérieur se trouvent au même prix. Je le sais d'ailleurs, puisque, ayant été par ailleurs l'avocat de Mme Rachida Dati, celle-ci qui participait à une réunion que nous avons eue au ministère de l'Intérieur, m'a dit, bien sûr, vous avez eu raison de déposer plainte, car nous avons été trompés, on nous a présenté une fausse relation de fait. C'est ce qui a mis le feu au banlieue. Mais ça a été aussi le feu au dossier, car le traitement n'a plus jamais été un traitement normal. Tellement vrai d'ailleurs que la magistrature s'est totalement divisée, et la police aussi. C'est un dossier où les clivages ont été complets, et encore une fois, bien au-delà du simple cas clinique pénal. 3 magistrats instructeurs se sont relégués, dont l'un président de la Chambre correctionnelle du tribunal de Paris, l'ancien doyen de juge d'instruction, 2 autres plus jeunes, et tous avaient un travail, mais d'une information judiciaire, d'une précision exceptionnelle, avaient décidé le renvoi. Il y a eu un appel du parquet de Bobigny, fidèle à sa position première, qui n'avait ouvert une information, qui avait demandé l'ouverture d'une information judiciaire qu'une semaine après. Après quoi? Après que l'inspection générale des services, c'est-à-dire la police de police, ait fait de son côté sa propre enquête. Et sa propre enquête était sur ce point essentiel. D'ailleurs, je me souviens que Nicolas Sarkozy me disait, alors écoutez bien la défense, on se rencontrait, puisque vous avez reçu avec les familles, faites bien attention à ce qui va vous être dit, sur une note blanche d'ailleurs, et en effet, le sous-directeur de l'IGS me disait, il y a eu tant de policiers ici, tant de policiers là, des policiers derrière les enfants, d'autres policiers à la porte du cimetière de Clichy, qui effectivement les a précipités dans le site. Donc c'était effectivement, il y avait bien une construction. C'est la négation qui est la négation officielle, c'est-à-dire le travail de la police. Le travail des enquêteurs de police a été remarquable, de loyauté, d'honnêteté, en tout point.
c'est pourquoi je dis qu'il y a eu un clivage total. Je pourrais presque faire comme il y aurait des jeux, mais c'était un mauvais jeu. 3 juges d'instruction, puis ensuite la chambre criminelle de la Cour de cassation qui nous donne raison et qui estime qu'il faut renvoyer. Puis la Cour d'appel de Rennes qui prend un arrêt encore plus décisif pour le renvoi, et puis les magistrats du parquet qui, de bout en bout, ont maintenu une position favorable à la thèse des 2 fonctionnaires de police, relayée par la Cour d'appel de Paris, puis par le tribunal de Rennes. Je dis ça devant les magistrats parce que c'est assez rare de voir, je dirais, s'il y a un arbre de la magistrature, un arbre fendu comme par un éclair, et un corps de la magistrature qui se divise comme des policiers qui se sont divisés. Et je me suis dit, j'ai toujours compris que s'il y avait eu une telle division, c'est parce que le sujet échappait aux règles habituelles, et parce que c'était la banlieue, et parce que c'était les populations jeunes de banlieue, et parce qu'il y avait une capture politique ou politicienne du sujet. Malheureusement, je suis avec mon voisin qui en a physiquement pâti. J'ai été l'avocat des familles, des enfants de Villers-Belle, mort aussi à la suite d'un choc avec une voiture de police. Là aussi, pendant 3 jours, et, alors que vous étiez, vous, hospitalisés, ce fumier. Alors, une nouvelle fois, je me suis retrouvé à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit, je vous en supplie, immédiatement désigner un juge d'instruction. C'est le seul moyen pour effectivement commencer à rétablir le calme dans les esprits, parce que ce sera un gage d'indépendance et d'impartialité qui sera donné. Sans quoi il dit, vous avez raison. Il y a, dans ce cas-là, annoncer l'information judiciaire. Il était président de la République, hein, c'est bizarre. Il est annoncé l'ouverture de l'information judiciaire sur les marges de l'Élysée, ce que j'ai fait. Le magistrat que vous êtes montre bien que dans des moments extrêmement difficiles, la séparation des pouvoirs n'est plus illustrée que par les fameux écrits de Montesquieu et par ailleurs. Dans un moment précédent, d'ailleurs, c'était en tant que ministre intérieur que je me disais ce qu'on devait faire, parce que néanmoins, on se parlait, j'étais en tant qu'avocat soucieux de l'intérêt général. Je voyais bien les blessures qui avaient été faites, et je voyais bien ce qui était en train de se passer. Je dois préciser que le soir où l'information judiciaire a été ouverte à Clichy, les émeutes se sont arrêtées à Clichy, et le commissaire, le soir où enfin on a obtenu l'information judiciaire à Villers-Belle, elles se sont arrêtées. Il faut dire que j'étais la veille, j'avais vu l'importance des points de police, on n'était pas loin d'un jour de choses extrêmement graves, et peut-être encore plus graves à Villers-Belle. Donc, le bilan que je vais vous donner, c'est peut-être ça, c'est que il y a une division. Pour ma part, je considère que l'affaire a été mal jugée. C'est pour ça que nous reviendrons de qu'on appelle de grève. Enfin, ce n'est pas ça qui va vous impressionner, encore moins les magistrats ou les policiers qui sont là. Ils ont l'habitude, effectivement, d'entendre les avocats une fois sur 2 dire qu'une affaire est mal jugée, selon techniquement qu'ils ont obtenu satisfaction ou pas. Mais il montre bien que nous sommes au-delà du jugement habituel, c'est la division de tous. Et si c'est la division de tous, c'est parce que jamais cette question n'a pu être envisagée avec sérénité, c'est parce qu'on s'est dit, oui, mais si on cède, est-ce que ce sont les policiers qui vont se trouver affaiblis? Est-ce que c'est l'ordre public qui va se trouver affaibli? Est-ce que ce n'est pas un encouragement donné à des jeunes qui, dans les quartiers, commettent un certain nombre d'infractions? C'est indéniable. Tout ça a évidemment joué, et tout ça fait que, à Clichy, malgré l'importance des enjeux qui ont de loin dépassé la seule affaire, fait que je ne sais pas du tout ce que va décider la Chambre des appels correctionnels de Rennes, mais c'est exact que nous avons eu les mêmes difficultés